J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vous retrouve avec une tête un peu fatiguée. J'ai une grosse semaine, mais je voulais absolument, parce que j'ai un week-end tranquille, vous filmer un nouveau format qui, comme vous avez normalement déjà pu le voir dans le titre et probablement dans l'introduction de la vidéo, s'intitule Journal de lecture. Il y a un truc qui me frustrait un petit peu depuis le début de la chaîne, c'est de ne pas vous parler forcément de mes lectures, disons, quotidiennes, et de me contenter de vous faire des vidéos thématiques et de vous parler en gros de ce que j'ai adoré et de ce que j'ai détesté. Et donc j'avais envie d'introduire des points lecture, tout simplement, des vidéos dans lesquelles je vous parle de ce que j'ai lu dernièrement, de ce que j'en ai pensé, voilà. Donc ce premier petit journal de lecture, il va se concentrer principalement sur mes lectures d'automne, puisqu'on est le week-end avant la Toussaint. Donc on est en plein automne, on est fin octobre, et donc j'ai commencé mes lectures un petit peu spooky, un peu mystérieuse, dont je vous avais parlé dans une vidéo dans laquelle je vous recommandais des livres à lire pendant l'automne. Donc le premier livre que j'ai lu un petit peu dans ce cadre-là, je ne vous l'avais pas présenté dans cette vidéo, parce que j'ai eu l'idée de l'inclure dans ma pile à lire après, c'est Dogra Mogra de Yumeno Kiyosaku, je pense. Donc c'est un roman, un polar thriller japonais qui a été écrit tout début 20e et qui est ni plus ni moins que le livre le plus bizarre que j'ai lu de ma vie. Et typiquement, ça, c'est un livre qui est un petit peu inclassable et je pense que j'aurais pas eu trop d'autres occasions de vous en parler si vous voulez. Dans Dogra Mogra, on est dans un hôpital psychiatrique. C'est un roman à la première personne et on est donc avec un narrateur qui se réveille au milieu de la nuit dans une chambre d'hôpital psychiatrique et qui ne sait pas qui il est, il a oublié son nom, il ne sait pas d'où il vient. Il entend une femme crier de l'autre côté de la porte. Une fois que le jour s'est levé, il va avoir donc un premier contact avec un médecin qui va commencer à l'aider, à essayer de l'aider à trouver, à lever le voile un petit peu sur le mystère de sa vie, de qui il est. Donc on comprend évidemment que le médecin sait très bien qui il est, mais qu'il considère qu'il faut que ce soit lui qui, avec des éléments qui vont provoquer des réminiscences, etc., réussisse à se souvenir de son nom et de sa vie, et que sinon, en gros, qu'en gros, les informations que le docteur lui donnerait n'auraient pas de valeur, notamment parce que il lui dit direct quand il le rencontre la première fois qu'en gros il est lié à un crime absolument horrible et que la résolution de ce crime repose sur sa mémoire et ce dont il va réussir à se rappeler. C'est un texte qui est vraiment atypique dans sa construction narrative. Déjà, on va complètement... Enfin, vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était un ovni, ce texte. Je n'ai jamais rien lu de tel. J'ai pas trouvé qu'il y avait la difficulté qu'on peut avoir avec des auteurs qui jouent beaucoup avec la narration. C'est pas difficile de comprendre ce qui se passe. Faut être attentif, quoi, parce qu'il y a des indices un petit peu qui sont semés, mais c'est limite nous qui sommes amenés à mener l'enquête. Ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Comme, en fait, on est vraiment dans la tête du narrateur qui est en train d'essayer de se remémorer, il va décrire les événements qui sont en train de se passer sous ses yeux, les discussions qu'il a, et de temps en temps, il va faire des pauses où il va se dire « Ok, donc récapitulons les éléments que j'ai, blablabla. » Et du coup, ça fait que c'est un petit peu dur de perdre le fil parce qu'on est vraiment pris par la main par le narrateur, mais en même temps, au début, moi, ça me dérange un petit peu parce que vous savez maintenant que j'aime bien les textes un peu plus suggestifs. Mais en fait, j'ai trouvé que là, en l'occurrence, c'était très bien réalisé et parce que ça... En fait, au bout d'un moment, nous-mêmes, on finit par faire vraiment corps avec le narrateur, par avoir envie de retrouver la mémoire avec lui. Et du coup, on a besoin un petit peu de ces éléments de genre, ok, c'est quoi l'état des lieux, c'est quoi l'état des choses. On va avoir différents protagonistes qui vont donner des éléments parfois contradictoires, etc. Et on va devoir dealer avec ça. Et on se sent vraiment partenaire de ce narrateur qui essaie de retrouver la mémoire. Donc vraiment, j'ai trouvé que c'était super fort. Il y a toute une théorie qui est développée par l'un des médecins sur le fonctionnement du cerveau qui sera en fait beaucoup plus indépendant du corps que ce qu'on le pense et ce qu'a essayé de montrer la science jusque-là. J'ai trouvé qu'on était entre le roman policier et le roman de science-fiction parce qu'on a vraiment tout un tas de questionnements autour de la question du progrès, de la question de la recherche scientifique, de jusqu'où on peut aller pour résoudre certains problèmes qui se posent à l'humain et à l'humanité et tout. Ouais, en gros, pour moi, j'ai trouvé que les thèmes qui revenaient le plus, c'était l'impossibilité d'échapper à son destin, un petit peu en mode Oedipe, l'éternel recommencement, un peu à la Sisyphe, donc on a vraiment un truc quasiment mythologique, je trouve, dans le roman, et le puits sans fond de la recherche scientifique, qui, j'ai l'impression, est quand même un des thèmes de la naissance de la science-fiction, quoi. Je trouve qu'on a un auteur qui assume vraiment son projet, et qui a pas peur de perdre le lecteur, qui a pas peur de lasser le lecteur. Enfin voilà, il est en mode... en fait, moi là, j'ai décidé de faire ça avec ce livre,
et je vais le faire et je suis pas là pour vous plaire quoi. Soit vous avez envie de suivre ce délire de A à Z, soit tant pis pour vous. J'ai pas envie de trop vous en dire parce que je trouve que c'est vraiment chouette de découvrir les éléments de l'intrigue. Là, tout ce que je vous ai dit, c'est vraiment des choses qu'on apprend. C'est un roman, pardon, je vous ai pas dit, mais qui fait un peu plus de 800 pages. Et donc là, moi, les éléments que je vous ai donnés, en gros, c'est dans les moins de 50 premières pages. Genre même, je pense, dans les 20-30 premières pages qu'on les a. Au début de ma lecture, je me suis un peu posé la question sur, genre, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de traduction? Parce que je trouvais la plume d'une extrême modernité. Donc je disais, on est au début du 20e et je ressentais pas du tout ce que je peux ressentir quand je lis de la littérature écrite en langue anglaise et traduite en français, ou de la littérature française et tout. De cette période-là, en général, je trouve dans la syntaxe, dans les mots et tout ça qui sont utilisés, choisis, quelque chose d'assez marqué, et qui n'est pas la façon dont on s'exprime, si vous voulez, aujourd'hui. Et là, je trouvais que vraiment, dans ce roman, il y avait quelque chose de très contemporain. Donc au début, je me demandais si c'était pas la traduction, mais en fait, c'est un livre qui est vraiment pluriel, à tous les niveaux, dans son style, dans sa construction narrative. Chaque personnage et chaque temps du récit est vraiment incarné. On sent que le narrateur a vraiment réfléchi à une identité globale de chaque entité de son livre, chaque unité de son livre. Et du coup, chaque personnage qui va avoir... Et moi j'aime beaucoup les romans qui font ça, les auteurs qui réussissent à faire ça, parce que je pense que c'est un travail énorme, qui réussissent à donner un ton, une façon de parler, des tics de langage vraiment propres à chaque personnage. Si j'ouvrais le roman n'importe où et que je lisais un passage d'un dialogue sans savoir qui parle, enfin sans que ce soit indiqué, je pourrais deviner qui est en train de parler, vous voyez. Juste parce que c'est tellement marqué et on sent tellement une personnalité qui s'exprime dans chaque prose que c'est voilà, c'est très très fort. Et on a ça aussi du coup en fonction de ce qui est raconté et tout ça. Si vous décidez de vous lancer, sachez quand même que c'est un livre qui est, du coup je disais, pas tant exigeant dans sa forme, comment dire, c'est pas un livre où on comprend pas ce qu'on est en train de lire, c'est pas un livre qui est trop difficile dans le vocabulaire et tout ça qu'il utilise, mais par contre c'est un livre qui est éprouvant et dans lequel il faut accepter de vivre un peu une expérience. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est un peu ce que je recherche maintenant quand je lis des thrillers et tout, donc c'était un genre que je lisais beaucoup avant. Je trouvais qu'on restait beaucoup en surface, que c'était souvent, voilà, juste il y avait une intrigue, c'était un petit peu l'intrigue pour l'intrigue, mais qu'il n'y avait pas particulièrement de travail qui était fait dans la plupart des thrillers ou des polars sur la narration, sur le style, sur la construction de personnages un petit peu intéressants. Et du coup, là, j'ai trouvé toutes ces qualités. J'ai terminé une nouvelle lecture. Franchement, c'était une très bonne lecture et je me rends compte qu'en fait, là, avec Dogra Mogra, donc le livre dont je vous parlais juste avant, dont d'ailleurs je me suis rendu compte que j'avais oublié de mentionner que c'est mon mec qui me l'a offert pour Noël et que si j'oublie de le dire, il va faire la tête, donc voilà. Mais donc, j'ai l'impression là que le livre que je viens de lire et Dogra Mogra, c'est vraiment pour moi la quintessence de la littérature de genre, c'est-à-dire toutes les potentialités qu'offre la littérature de genre et qui sont malheureusement trop rarement saisies par les auteurs qui écrivent dans ce genre-là, ou en tout cas les auteurs auxquels je me suis confrontée jusqu'à maintenant. Donc le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Le Navire de bois de Hans-Henning Jane, magnifique roman édité aux éditions Corti, j'adore cette maison d'édition, et traduit de l'allemand par René Radrizani. On est donc avec un équipage qui embarque sur un navire de bois pour transporter vers une destination inconnue une cargaison dont ils ignorent le contenu pour le compte de l'État. Direct, on est dans un bouquin où l'aspect mystérieux est posé, si vous voulez, puisque on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on transporte, et en plus, plusieurs personnages qui ont des rôles un petit peu centraux vont avoir des attitudes, des comportements vraiment étranges. Le focus, il se fait sur le capitaine qui amène en fait dans ce voyage sa fille, on comprend pas trop pourquoi il l'amène avec lui, et il y a également le fiancé de la fille du capitaine qui embarque plus ou moins clandestinement parce qu'il ne veut pas laisser sa fiancée, que sa fiancée ne veut pas qu'il la laisse. L'aspect mystérieux du roman, il va notamment beaucoup se construire et reposer sur l'architecture du navire. Alors ça, j'ai trouvé que c'était un premier point qui était très intéressant. Enfin, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup par exemple dans la littérature gothique, je pense,
dans les manoirs ou les châteaux qui vont avoir des recoins, des portes, des passages un petit peu secrets, ou en tout cas on comprend pas trop à quoi ils servent, et il y a du mystère qui va reposer là-dessus, et donc là c'est le cas. Il y a plein de petits détails dans l'architecture qui paraissent vraiment bizarres, des mécanismes assez modernes que les personnages qui sont des êtres très rationnels ont beaucoup de mal à s'expliquer, et voilà. Pour être très honnête, il y a des petits moments où ma lecture elle a été quand même un petit peu perturbée par un style que j'ai pu trouver peu fluide. On est dans un usage de la ponctuation et de la structuration, de la syntaxe qui est, je trouve, assez original. Les points ils sont pas forcément où on les attend, et du coup on a des phrases souvent qui sont coupées. Moi j'ai des petits problèmes de dyslexie, quand on me sort de ce à quoi je suis habituée, ça me déstabilise un petit peu, donc il me faut du temps et ça rend ma lecture un peu moins fluide, mais j'ai quand même lu très rapidement ce roman d'un peu plus de 300 pages. Peut-être dire qu'il y a peut-être des éléments que j'ai trouvé un poil racistes, un racisme je pense un peu genre le racisme ordinaire de l'époque, donc c'est un livre qui a été écrit en 1936 il me semble, ou 33. On a une espèce de fascination un peu bizarre, limite un peu de fétichisation de la couleur de la peau qui reviennent un petit peu au début, c'est pas du tout central dans le texte, mais bon, je l'ai quand même noté. Moi, j'aurais presque envie quand même de dire qu'il s'agit d'un roman gothique parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment un petit peu tous les codes. Donc, on n'a pas la demeure, mais c'est le navire. On a des évanouissements, on a de la brume, on a du mystère, on a des éléments dont on ne sait pas s'ils sont naturels ou surnaturels. Cet enjeu de disparition. Enfin bon, voilà. Je trouve que ça reprend vraiment beaucoup des codes du genre. Maintenant, un peu sur comment le roman il utilise le genre pour développer. En gros, moi, c'est ça, je disais, ce que je trouve intéressant dans la littérature de genre, c'est comment tu utilises des éléments surnaturel, extraordinaire, pour mettre en scène et pour rendre palpables les angoisses et les peurs des êtres humains. Moi je trouve que c'est là vraiment que ça prend tout son sens, et donc j'ai trouvé que ce roman, tout comme Dogra Mogra, le faisait magnifiquement bien. C'est un peu un roman thèse en fait, si vous voulez. Du coup, on a vraiment tout ce truc tout le long du roman qui tend à dire que la seule compagnie pour l'homme avec un grand H, pour l'être humain, elle se trouve dans l'amour, et que donc la plus grande peur de l'être humain, c'est de perdre ce qu'il aime et ce dont il est aimé. Qu'il y a vraiment cet enjeu de, en fait, perdre ce par quoi on est aimé ou perdre ce qu'on aime, c'est perdre la raison d'être de notre existence et perdre la raison de notre être au monde. Et qu'en fait, une fois qu'on nous enlève l'être, le bien qui nous est cher et qui nous apporte la reconnaissance de notre existence dans son propre amour, notre existence, elle a plus vraiment lieu d'être, et du coup, on se retrouve dans un espèce de vide existentiel. Donc il y a ce truc-là, et en même temps, cet amour, le soulagement, l'apaisement qu'on espère trouver dans l'amour de l'autre et dans l'amour qu'on porte à l'autre, c'est quelque chose qu'on peut jamais vraiment trouver, étant donné qu'une fois qu'on aime et qu'on est aimé, on va avoir sans cesse peur de la disparition de l'autre, puisque l'amour ne peut venir que de quelque chose qui nous est extérieur, et ne peut être donné que quelque chose qui nous est extérieur, et donc quelque chose qui nous est extérieur, c'est nécessairement quelque chose qui peut disparaître avant nous, qu'on peut perdre, qui peut nous être enlevé. L'autre truc que moi j'ai trouvé intéressant dans ce qu'incarnaient les personnages, c'était une espèce de difficulté à avancer dans l'existence. On sent vraiment si vous voulez, un peu comme des personnages qui, vous voyez quand on a, par exemple, je sais pas, quand on rentre dans la mer et qu'on a l'eau qui arrive à peu près à mi-cuisse et qu'on avance, mais on a beaucoup de mal à avancer, si on voulait courir, vraiment ça serait très difficile, ou alors ça serait très éprouvant. Des personnages qui, quel que soit leur caractère, quelles que soient leurs angoisses, quel que soit leur tempérament, vont être confrontés à ces difficultés qui font que voilà, avancer dans la vie, c'est quelque chose qui est difficile et qui nécessite justement cet appui de l'autre et de l'amour. Il y a la question, donc l'enjeu autour de la peur de la mort et de la disparition du corps, donc forcément qui est une des conséquences de cette nécessité de l'amour, qui est aussi très présente et qui est, je trouve, magnifiquement illustrée avec des scènes de body horror. C'est quelque chose que je connais très peu, le body horror, enfin j'en ai vu pas mal au cinéma, mais j'en ai très peu lu, et là j'ai trouvé que vraiment c'était une réalisation absolument sublime autour de la décomposition, de l'annulation du corps et donc de l'annulation de l'existence et tout. Ce corps en fait qui dans la mort prend une indépendance qu'il n'a pas eu pendant tout le long de notre existence, puisque pendant notre existence le corps il agissait de la manière dont on voulait, il agissait selon notre volonté, et où en fait justement dans la mort le corps il va prendre une totale indépendance et il va connaître des mutations qu'on peut plus du tout contrôler, qu'on peut pas comprendre, et qui du coup on limite quelque chose d'un peu surnaturel, d'insaisissable, quelque chose qui dépasse complètement l'entendement humain et qu'on peut pas comprendre. Et ça c'est aussi, j'ai trouvé quelque chose qui était incarné un petit peu par justement le navire, donc cet espace qu'on comprend globalement parce que la plupart des personnages, encore une fois, c'est des matelots, donc ils sont habitués à être sur un navire, mais qui va avoir tous ces recoins qu'on ne comprend pas et qui fait qu'on ne va pas pouvoir le comprendre et le cerner dans le détail, et donc pouvoir évoluer complètement sereinement à l'intérieur de ce navire. Ça va venir un petit peu, si vous voulez, symboliser genre la vie, dont on comprend les grandes lignes. On sait globalement comment elle est faite. La vie, ça commence par la naissance, ça finit par la mort. Au milieu, il y a des péripéties, mais il se passe aussi tout un tas de choses qu'on ne peut pas prévoir, qu'on ne peut pas anticiper, qu'on ne peut même pas comprendre, et qui pourtant sont là et font partie
de cette structure, de cette architecture générale qui est la vie et qui nous dépasse complètement. Le dernier élément que j'ai trouvé super intéressant dans ce roman, c'est son aspect politique. Donc comme je disais, c'est un livre qui a été écrit en 1936 par un Allemand et donc en fait dans le début de l'Allemagne nazie. Et ça c'est quelque chose qu'on sent très fort aussi dans le roman et où j'ai trouvé que justement l'aspect un peu policier, militaire et oppressant du roman, donc qui participe de son caractère horrifique, puisque donc on a un navire qui transporte une cargaison, on l'a dit, qui est secrète. Donc évidemment le secret autour de cette cargaison, rapidement ça interroge les marins, les matelots, ils ont envie de savoir ce qu'ils transportent, est-ce que c'est dangereux pour eux, est-ce qu'ils se compromettent vis-à-vis de quelque chose en transportant cette cargaison, est-ce que vraiment c'est l'État qui leur a demandé de transporter ça ou est-ce que c'est pour le compte d'un quelconque mafieux si vous voulez. Et on va avoir un homme qui incarne en fait vraiment le fonctionnaire typique de l'Allemagne des années 30 qui va bec et ongle protéger cette cargaison sans même forcément savoir lui ce qu'elle contient, mais en tout cas voilà, c'est la cargaison ou la mort quoi. Vraiment, c'est sans ambiguïté et sans à aucun moment remettre en question les ordres qui lui sont donnés. Donc on a voilà ce truc de l'obéissance et la discipline complètement absurde en fait, qui vient ignorer tous les éléments raisonnables. Là c'est vraiment, on applique des ordres sans les remettre en question, peu importe quelles conséquences ça peut avoir et peu importe quel contenu réel en fait contiennent ces ordres. Cette oppression politique, elle est aussi incarnée du coup, je disais, par le navire là qui est au loin, dont on connaît la présence, qui hante un petit peu l'esprit de l'équipage forcément, mais qui n'est jamais vraiment là dans le texte quoi, on le sait seulement, et qui vient imposer la menace de la répression sur toute potentielle mutinerie, sur toute potentielle tentative de rébellion, etc. On a des personnages qui sont constamment préoccupés par est-ce qu'il y a une présence de l'armée et d'armes sur le bateau. Ça c'est pareil, c'est vraiment, ça fait partie des angoisses quoi de l'équipage. Je vous ai vraiment quasiment rien dit de l'intrigue, je vous le dis tout de suite, mais c'est un roman qui est extrêmement riche du coup, comme je disais, d'un point de vue politique, d'un point de vue moral. Voilà, bon moi j'aurais plein de nuances si vous voulez, notamment sur la question morale et tout ça, mais je trouve que vraiment voilà, utiliser la littérature de genre pour faire ressortir ces choses-là, les mettre en scène de manière complètement concrète, complètement palpable pour les lecteurs, pour moi c'est un petit peu le rôle et le but que devrait se donner la littérature de genre, et c'est ce que moi j'aime trouver dans la littérature de genre. Donc si jamais vous avez des conseils de lecture un petit peu de cet ordre-là, n'hésitez pas à me les recommander. Hier, j'ai publié ma vidéo FAQ. J'avais mis dans la description un petit Google Form pour que vous puissiez, si ça vous disait, répondre à certaines questions. Vraiment, vous avez été hyper nombreux et nombreuses à répondre et je suis trop touchée. Genre vraiment, hier, avant de dormir, je suis allée regarder un petit peu tout ça et je lisais les messages. Je vous jure que j'ai chouiné. Parce que j'étais vraiment trop touchée de tout ce que vous dites en fait. Voilà. Donc merci beaucoup à tous celles et ceux qui ont pris le temps. Juste du coup c'est hyper frustrant parce qu'il y a plein de gens à qui j'ai envie de répondre, que j'ai envie de remercier pour les mots qu'ils ont mis, avec qui j'ai envie de débattre parce qu'ils disent des trucs avec lesquels je suis pas forcément d'accord sur certains livres et tout. J'ai terminé il y a quelques jours Carrie de Stephen King, mais j'avais pas pris le temps de vous faire un retour encore parce que j'étais en vacances, bref. J'ai beaucoup aimé, je pense que c'est mon Stephen King préféré. À égalité avec Cimetière, mais pour des raisons très différentes. Cimetière, ce que j'avais adoré, c'était que y avait vraiment ce côté horrifique en fait que je recherchais, j'avais eu peur, j'avais du mal à tourner les pages. Avec Carrie, j'ai pas du tout eu ça, mais j'ai trouvé plein d'autres choses. À la base, je vous avais dit que je lirais Shining de Stephen King cet automne, et finalement, je l'ai pas trouvé d'occasion, et j'avais vraiment pas envie de l'acheter neuf, parce que quand même, les romans de Stephen King, on les trouve facilement d'occasion. Bon, la preuve que non, mais juste, du coup, je sais pas, j'avais pas envie d'acheter ça neuf. Donc voilà, il y a eu ce changement de programme. Peut-être pour vous résumer rapidement, si jamais vous ne savez pas de quoi ça parle, Carrie, donc, c'est l'histoire d'une jeune lycéenne qui arrive à la fin de ses études, qui a été victime pendant toute sa scolarité de harcèlement parce qu'elle est bizarre.
Elle est élevée par sa mère dans une religion très très importante, très extrême, et qui du coup la rend complètement en dehors des normes, quoi, en dehors des cadres. Elle a des interdits qui sont des choses qui sont normales en fait pour les autres filles et les autres garçons de son âge, tout ça. Du coup, elle se retrouve complètement exclue. Et donc, les autres enfants en font leur souffre-douleur, sauf que c'était sans compter sur le fait que Carrie est télékinésiste, c'est-à-dire qu'elle peut, avec la pensée, soulever des objets extrêmement lourds, des objets qu'aucun autre être humain ne pourrait soulever, enfin qu'aucune force humaine ne pourrait soulever normalement. Et donc va survenir à un moment une catastrophe. J'ai trouvé qu'il y avait une certaine originalité dans la construction du roman par rapport aux autres textes que j'ai pu lire de Stephen King, notamment parce que, en gros, dès le début, on sait comment ça va se terminer, enfin on sait que ça va se terminer par une catastrophe. Et on va avoir toute l'histoire en fait de Carrie qui va nous être racontée de manière assez linéaire, et intercalés, un peu sous forme du coup de différents chapitres, on va avoir des articles de journaux, des comptes rendus de procès, des extraits d'ouvrages qui vont parler de la télékinésie et de Carrie et de ce qui lui est arrivé dans sa vie, donc comme un petit peu un événement qui aurait marqué l'histoire des États-Unis et l'histoire mondiale. Et donc ça fait qu'en fait c'est pas un roman à suspense dans lequel on va se demander qu'est-ce qui va se passer, mais on sait ce qui va se passer. Ce qu'on se demande, c'est comment, pourquoi. Et moi, ce que j'ai trouvé assez fort, c'est que malgré le fait qu'on sache tout ça, au fil de la lecture, on garde quand même l'espoir que quelque chose se passe qui annule la catastrophe dont on sait qu'elle est déjà arrivée et qu'elle est irrémédiable, quoi, si vous voulez. J'ai trouvé le personnage de Carrie très touchant, même s'il est aussi, par certains aspects, parfois un petit peu antipathique, parfois un peu dégoûtant, répugnant. Il a quand même quelque chose de touchant et je pense qu'il évoque beaucoup d'enfants qui sont harcelés, victimes de harcèlement, qui sont mis à l'écart et tout ça. En fait, il y a un peu ce truc de si on donnait aux personnes harcelées et victimes de ce genre de situation le moyen de se défendre et le moyen de faire ce qu'elles aimeraient faire à leur bourreau, bah en fait ça donnerait ça. Très certainement, ça donnerait des catastrophes de ce genre-là. Parce qu'en fait, le harcèlement et la violence que font subir des enfants à d'autres enfants, bon là en l'occurrence c'est des adolescents, peut-être que c'est encore pire, je sais pas. C'est tellement violent, c'est tellement puissant que la réponse elle peut être que absolument démesurée et que en fait au final ce que Carrie elle fait dans ce bouquin c'est un petit peu juste à l'échelle d'une ville ce que les autres enfants lui ont fait subir à l'échelle de son individu pendant toute sa vie. Et voilà, bref, j'ai trouvé que c'était vraiment un personnage très touchant. Franchement, je l'ai lu super vite, je crois que je l'ai lu en genre un peu plus de 24 heures, mais voilà, vraiment ma lecture, elle s'est pas étalée beaucoup, c'est un livre qui fait presque 300 pages, mais voilà, c'est très rythmé grâce à la construction que je vous disais là juste avant, mais vraiment très bonne lecture pour l'instant. Ma pile à lire de l'automne, c'est un franc succès, je vais pas vous mentir. Il y a tous les livres que j'ai lus avant de commencer ce vlog, mais il y a aussi du coup tous ceux que j'ai lus pour l'instant et que vraiment j'aime beaucoup. Voilà, j'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Je continue là les lectures spooky avec Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier, et après je repartirai dans des lectures un peu plus classiques. Ok, on se retrouve en sortie de douche parce qu'on est passé à l'heure d'hiver, donc le monde entier est plongé dans la nuit éternelle jusqu'en mars, au moins. Et donc ça devient compliqué les créneaux pour filmer avec le travail et tout. Mais donc j'ai lu Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. C'est le deuxième texte de Daphné du Maurier que je lisais. Donc le premier était Rebecca, je vous en ai déjà pas mal parlé dans au moins 2 vidéos, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais j'ai à nouveau beaucoup aimé Ma cousine Rachel. Pour juste vous teaser vite fait l'histoire sans vous en dire quoi que ce soit, parce que vraiment il y a un intérêt très important qui repose sur l'intrigue dans les romans de Daphné du Maurier, donc je pense qu'il faut en savoir le moins possible avant de se plonger dedans. On est avec un jeune homme dont on comprend que le cousin a disparu d'une manière un peu mystérieuse et il essaie de comprendre comment. Voilà. Je vous déconseille par ailleurs de lire la 4e de couverture qui apporte un élément de l'intrigue qu'on apprend vraiment très très tard et que c'est bien d'apprendre très très tard. Dans Ma cousine Rachel, on est à nouveau donc dans un roman de Daphné du Maurier dans lequel le suspense est extrêmement important, voire même tout le roman et l'intérêt du roman repose là-dessus. Et c'est un suspense qui est permis par l'approche
psychologique de Daphné du Maurier et elle fait de nous, lecteurs, des compagnons du narrateur. C'est des romans à la première personne, en tout cas pour les 2 que j'ai lus. Des compagnons vraiment à égalité avec les narrateurs, donc on n'a aucune information en plus et on découvre les choses vraiment en même temps qu'elles et eux. Et donc, forcément, des fois, il y a des éléments qui nous échappent et des fois, il y a des choses qui nous sautent aux yeux et des fois, on a de l'avance sur le narrateur parce que nous, il y a quelque chose qui nous paraît évident et qui, lui, ne lui paraît pas évident et des fois, on se trompe, etc. Donc voilà, il y a tout un jeu qui est fait un petit peu là-dessus. Et aussi, un jeu qui est assez important et assez intéressant qu'elle met en place autour de la porosité de notre psychologie et donc de nos capacités de compréhension et de déduction de ce qui se passe autour de nous, à nos émotions et à nos affects. En gros, au fait que nos capacités de jugement puissent être facilement trompées par une adoration pour une personne ou pour une autre, par une confiance aveugle en une personne ou en une autre, etc. Et que donc, on se fait un peu tromper par nos propres sens. Et donc voilà, on se retrouve dans les romans de Daphné du Maurier en général avec, de ce que j'ai cru comprendre, des narrateurs qui sont face à des situations un petit peu complexes d'un point de vue des faits, ou en tout cas ils ont du mal à comprendre les faits et où en plus ils ont des affects très forts, très importants qui prennent le dessus sur leur capacité de raisonnement, sur leur capacité de compréhension, de réflexion, à plusieurs moments, à différents niveaux. Donc voilà, je ne spoil rien en disant ça, parce que je veux dire c'est dès le départ quoi qu'on sent ce truc-là. Et donc ils vont se faire surprendre et nous avec par la réalité des choses et par tout ça. Je suis désolée, ma cousine Rachel, je vous en dis pas beaucoup plus parce qu'en fait je vois pas trop j'ai du mal à voir ce que je peux vous dire sans spoiler. Peut-être juste je voulais réagir à un truc que disait Miroir d'encre, je crois, dans une de ses dernières vidéos où elle parlait justement de Daphné du Maurier et où elle se questionnait sur le rapport de l'autrice à la question de la misogynie et du féminisme. 2 des personnages principaux sont vraiment des hommes misogynes et je veux dire, ils le revendiquent quoi. Ils détestent les femmes, ils ne veulent pas entendre parler de femmes dans leur vie, ils font tout pour mener une vie loin des femmes, ils voient les femmes comme simplement des parasites qui viennent en gros gâcher une vie qui peut être simple et parfaite quoi. Et donc oui, on est beaucoup confronté tout le long du texte à des propos sexistes, misogynes et tout ça. Mais moi j'ai trouvé, alors attention, peut-être que cette micro-partie va spoiler légèrement, mais je la mettrai, je la chapitrerai comme ça si jamais vous voulez passer à la partie d'après, vous pourrez. Moi je trouve là, que ce soit avec Rebecca ou avec ma cousine Rachel, qu'en fait, avec les 2 spectres un peu horrifiques, entre guillemets, qu'elle fait incarner par des femmes, donc d'une part Rebecca, puis dans celui-ci ma cousine Rachel, on a, j'ai l'impression, un peu la mise en scène, la mise en action, en mouvement de la femme libérée, la femme justement qui décide de faire fi des injonctions qu'on voudrait la voir appliquer, de se détacher complètement en fait de ce qu'on attend d'elle socialement, de ce qu'on attend d'elle en tant qu'épouse, en tant que femme, etc. Et de, par tous les moyens en fait, y compris par éventuellement ceux d'écraser les autres, essayent de mener une existence émancipée et répondant uniquement à leurs propres besoins et à leurs propres désirs. Et du coup, est-ce que Daphné du Maurier, donc l'autrice, elle porte sur ces personnages-là un regard moralisateur et est-ce qu'elle les prend, on va dire, en contre-exemple, quoi, en mode, vous voyez, ces personnages-là seraient les méchantes, entre guillemets, celles qu'il faut surtout ne pas être quand on est une femme, etc. Ou est-ce que, au contraire, elle essaye de montrer comment cette image justement de la femme un petit peu émancipée effraie les hommes et les femmes plus traditionnelles. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on peut avoir un petit peu une double lecture de ces textes, donc je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez si vous les avez lus. Je pense qu'il faut aussi forcément, donc comme le disait Angélique, il faut aller se renseigner un petit peu sur les positions de Daphné du Maurier et peut-être qu'on peut trouver une réponse très claire à ce qu'elle a voulu faire, mais moi je trouve qu'on peut vraiment avoir cette double lecture de, en fait, ce sont des type de femmes qui hantent nos esprits, qui nous terrorisent, mais parce que en fait elles sont ce qui viennent remettre en cause toutes les certitudes et toute l'organisation de la société, etc. Ou est-ce que c'est justement des terreurs effectivement pour Daphné du Maurier et dans ce cas-là elle les critique. Bon voilà, c'est un truc que je laisse ouvert, mais je serais très curieuse d'en discuter avec vous en commentaire. Mais du coup oui, avec les 4 romans dont je vous ai parlé, que j'ai lus et dont je vous ai parlé dans cette vidéo, j'ai vraiment l'impression qu'on a pour moi 4 aspects de ce que je trouve peut être vraiment très intéressant à traiter dans le cadre d'un roman de genre, donc dans un thriller, dans un polar, dans un roman fantastique, dans de la fantasy, enfin voilà. Et en gros ça va être d'une part une certaine approche de la science et du progrès scientifique pour en faire des dystopies ou des trucs comme ça quoi, pour essayer d'anticiper un petit peu ce que peut donner la science et critiquer le fonctionnement de certaines industries, etc. Le fait de s'attarder sur l'aspect horrifique que peuvent
peuvent avoir nos propres angoisses et nos propres peurs, la terreur qui peut émaner et qui peut faire régner les autres, notre entourage, les personnes, les autres êtres humains qui nous entourent, et l'incertitude, le flou, le noir, l'obscurité dans lequel peut nous plonger notre propre psychologie, nos propres affects. Et voilà quoi, et moi du coup je trouve que jouer avec des univers surnaturels, ou en tout cas dont on ne sait pas trop s'ils sont surnaturels ou non, tout ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant pour traiter de toutes ces questions. Donc je suis vraiment contente des 4 lectures que j'ai fait. Pour clôturer cette vidéo, déjà vous dire que j'ai passé un très bon moment à la filmer et que je vais réitérer ce format, je pense, pour toutes mes lectures que je ne lis pas pour une vidéo thématique. Par exemple, là en ce moment, je lis des livres de certains auteurs autour desquels je vais faire des vidéos un peu comme j'avais fait sur Elsa Triolet, donc consacrées uniquement à un auteur ou une autrice. Je fais des lectures pour des prochaines éditions de Lire la Révolution. Donc ces lectures-là, je pense que je les lirai pas dans le cadre de journaux de lecture ou de vlog lecture comme j'ai pu le faire là, que je vais les garder vraiment pour ces vidéos thématiques. Mais tous les autres livres que je lis vraiment pour moi et que je lis pas pour une vidéo que je suis en train de préparer, je pense que je vous en ferai des retours sous ce format-là. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous avez des petits ajustements à me suggérer. Je serai évidemment très preneuse de vos retours, comme d'habitude. Peut-être un petit peu en avant-première, mais je pense que je l'annoncerai sur Instagram en même temps que je publierai cette vidéo. Je vous propose de faire au mois de décembre 2025 une lecture commune du roman Stone Beach Blues de Leslie Feinberg, je pense qu'on le prononce comme ça, donc qui est un classique de la littérature ouvrière, de la littérature lesbienne et de la littérature trans. Donc je vous propose qu'on le découvre ensemble, je ne l'ai encore jamais lu. Si ça vous dit de nous rejoindre, le lien du Discord sur lequel on va en parler est dans la barre d'infos, dans la description. J'ai proposé un découpage qui va permettre de pouvoir faire des débriefs en gros au fil de la lecture sans spoiler les personnes qui auraient éventuellement un rythme de lecture plus lent, parce que j'ai envie que tout type de lecteur puisse y participer, mais évidemment tout le monde peut le lire à son rythme. Vous êtes bienvenus aussi si vous l'avez déjà lu et que vous avez envie de pouvoir en échanger avec nous au fur et à mesure qu'on le lit. Mais donc voilà, rejoignez-nous sur le Discord. Peut-être juste vous dire quand même que c'est un roman qui existe au format physique, il coûte 16 €. Il est édité par une maison d'édition indépendante qui s'appelle Hystérique et Associés. Et cette maison d'édition a aussi l'extrême bonté de mettre à disposition ce texte gratuitement sur leur site. Faut pas croquer le livre. Donc c'est vraiment une lecture qui est accessible à toutes et tous. Je vous lis juste le petit mot qu'elles écrivent au dos de du bouquin. Militante transgenre états-unienne et communiste révolutionnaire, Leslie Feinberg a choisi de retirer ce roman du marché capitaliste. En accord avec sa volonté, ce livre est vendu à prix coûtant, donc 16 €. Et ne sert aucun profit. L'intégralité du texte est disponible gratuitement sur internet. Donc voilà, je trouve que c'est super cool parce que ça permet vraiment à tous les portefeuilles, à tous les budgets de participer, que ça permet aussi du coup, avec le système que je propose de découpage, à tous les rythmes de lecture d'y participer et d'en discuter. Donc voilà, si vous ne le connaissez pas ou que vous l'ayez déjà lu, je vous invite à nous rejoindre. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Si vous êtes resté jusqu'ici, je vous invite, avec un petit peu d'originalité, à mettre un petit fantôme dans votre commentaire ou en commentaire pour que je sache que vous faites partie de ceux qui m'écoutent déblatérer jusqu'au bout de mes vidéos. Et voilà, pensez bien comme d'habitude à liker, à partager si ça vous a plu, à booster la vidéo si vous la regardez depuis un téléphone. Je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo et d'ici là, faites de très belles lectures.